Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 16 juin 2026 en une semaine qui s'annonce hyper chargée sur le plan des fondamentaux avec la première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, non pas de cette année, mais première décision de politique monétaire présidée avec à la tête de la Fed le fameux Kevin Warsh. Nous allons en parler de cette nouvelle édition du CTB alors que le Bitcoin se reprend depuis les 59 000 dollars. Impossible, et d'ailleurs c'est peu probable, que le point bas cyclique ait été inscrit la semaine dernière. Mais les choses restent parfaitement bien construites dans le cadre du cycle de 4 ans. Une phase de rebond a démarré à court terme. Là aussi, beaucoup d'ailleurs d'outils permettaient de la voir venir. Moi, vous connaissez mon point de vue, je ne vous refais pas le CTB de la semaine dernière, vous expliquant que cet été était l'été des opportunités de long terme pour des raisons techniques, cycliques, réglementaires et j'en passe. Mais malgré tout, je vais mettre à jour donc mon analyse technique sur le cours du Bitcoin. On va aussi parler des alts. Nous allons parler de plein de choses. D'ailleurs, pour les alts, merci, vous êtes toujours aussi nombreux à laisser des commentaires en suggérant donc un jeton sur lequel je devrais porter mon analyse. Cette semaine, vous avez choisi AAV et Tao. Alors, vous en avez choisi plein, mais je prends les deux qui sont le plus cités. D'ailleurs, Tao, superbe reprise depuis la semaine dernière. Je vais vous présenter ma vue très long terme. Elle est ultra propre. Elle, son bottom est in depuis déjà février dernier. La construction est archi propre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle édition du CTB? Parce qu'il y a aussi la géopolitique, on ne peut pas l'ignorer. Le marché attend, le marché espère les signatures à Genève d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais concrètement, souvenez-vous, à l'époque, on en a beaucoup parlé. Je parlais un peu moins parce que ça finissait par être rabâché. Mais la fameuse normalisation du détroit d'Ormuz, c'est ça qui compte. Comment concrètement la constater? Je vous ai trouvé un outil magnifique. C'est fait par, c'est fait par le FMI en partenariat avec l'université d'Oxford. Tous les chiffres propres, temps réel, moyenne mobile à 7 jours, nombre de bateaux qui rentrent, qui sortent, comparaison avec avant le 28 février, comparaison avec les données au même moment, mais il y a un an. Ça permet vraiment et sans bullshit de voir concrètement avec les données du trafic maritime, si les choses se normalisent ou pas concrètement, si les tankers circulent à nouveau, entrent et sortent, chargent du pétrole, ressortent, du gaz naturel liquéfié. Est-ce que l'outil industriel autour du Golfe Persique se relance ou pas? Voilà, bon, c'est du concret. C'est au-delà d'un simple bout de papier signé. Je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle édition du CTB? On fait plein de choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Non, je rigole. Normalisation, comment suivre? Donc je vous montre cet outil dont je vous parle, dont je vous ai parlé à l'instant. Réserve fédérale du mercredi 17 juin, donc cette semaine. Première décision de politique monétaire de la Fed avec, à la tête de la Fed, Kevin Warsh. Mais souvenez-vous, Jérôme Powell fait toujours partie du FOMC. Donc là, vous allez avoir cette semaine la première décision de la Fed avec Popo et Kevin au travail. Ça va être intéressant de voir est-ce que ça match, est-ce que ça matche pas. Bon, est-ce qu'il y aura des dissidences par rapport à ce que va essayer d'orienter comme politique monétaire Kevin Warsh? Cette semaine, vous avez la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Concrètement, la Fed va nous dire si elle envisage ou pas. Cette semaine, vous n'aurez pas de hausse de taux. Mais la Fed va nous dire si elle envisage ou pas pour la fin d'année une hausse de taux. Moi, j'y crois pas. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, on se fait, il y a toujours le Clarity Act qui avance. C'est toujours pas voté en session plénière aux États-Unis. Est-ce que vraiment Kevin Warsh est en soutien aux cryptos? Je vous ferai un petit topo sur, de bien comprendre qu'il y a la Fed d'un côté, Kevin Warsh, et puis à côté de ça, il y a la CFTC, la SEC, ce sont des choses différentes. Le Clarity Act avance, mais c'est avec la SEC et la CFTC. Alors concrètement, quand on dit que Kevin Warsh est pro crypto, ça veut dire quoi? Je vous dirai un mot là-dessus. Et puis bien sûr, mise à jour de l'analyse technique cyclique sur Bitcoin et bien sûr les alts avec ETH et donc AAV et Tao parce que vous les avez choisis en laissant des commentaires sous la vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, vous pouvez laisser à nouveau des commentaires pour la vidéo de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Attachez votre ceinture et plongeons dans la nouvelle édition du CTB. Allez, go, 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 les amis, on attaque. Le CTB, on attaque. Moi, j'ai un summer body à finaliser, donc nous ne perdons pas davantage de temps. Nous allons être synthétiques. Alors, oui, forcément, la situation géopolitique évolue. Les baromètres de risque, vous les connaissez. Les taux d'intérêt, le prix du pétrole, le prix du gaz naturel.
les taux d'intérêt du marché, le taux obligataire US à 2 ans, le dollar américain, le marché action, et cetera, le prix de l'engrais urée, celui du Moyen-Orient. Je vais vous épargner le passage en revue de tous ces actifs. Car au fond, si quand même, ziotons un peu le pétrole, mais au fond, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez en bonne santé. C'est ça la vie, c'est le socle, bonheur. La santé pour vous et pour vos proches. Mais la santé de l'économie mondiale, c'est le sang qui coule dans ses veines. Et le sang qui coule dans les veines de l'économie mondiale n'est pas rouge, il est noir, le pétrole. Donc, le trafic maritime au sein du détroit d'Ormuz. Et ça, les amis, ça va prendre un max de temps. Tenez, vous avez ici cette superbe outil, alors qui est fait en partenariat avec le FMI, International Monetary Fund, pour l'acronyme en anglais, avec l'université d'Oxford. Tout ça, c'est bien beau. Toutes les datas sont là. Et regardez où nous sommes. Ça va prendre du temps. Vous avez ici en jaune, attendez, on va prendre un peu de recul, voilà, là quand même vous voyez un peu mieux. On voit quand même le monde d'avant le 28 février et le monde actuel. Heu et en noir, la ligne en pointillé noir, c'est la moyenne mobile à 7 jours, mais d'il y a 1 an. Alors du nombre de bateaux qui arrivent dans le détroit d'Ormuz. Prenez par exemple les toutes dernières données, bah, prenez les données en fait depuis, alors regardez par exemple, le samedi 28 février, vous aviez la moyenne mobile à 7 jours du nombre d'arrivées dans le détroit, c'était 103 bateaux. Donc, il y a de tout, hein, des tankers, des cargos, il y a plein de choses. Et puis donc, regardez, dimanche 1er mars, on tombe à 87, lundi 2 mars 73, mardi 3 mars 58, mercredi 4 mars 43, et cetera. Et puis là, depuis, on est entre 0 et 6. On est entre 0 et 6. Le véritable baromètre du risque, c'est le rebond de la ligne jaune. C'est cette moyenne mobile à 7 jours. Et donc, en gros, la normalisation, c'est quand cette moyenne mobile à 7 jours va tendre vers la moyenne mobile à 7 jours, mais d'il y a un an. Alors, on prend la même période il y a un an, ça permet de comparer, ce qui est comparable. Donc moi, c'est ça que je vais regarder ces prochains jours. Je vais regarder ça ces prochaines semaines, que cette ligne jaune remonte en direction de la ligne en pointillé noir. Bref, que la moyenne mobile du trafic maritime à 7 jours au sein du détroit d'Ormuz remonte. D'ailleurs, si vous allez sur Polymarket, vous avez ce site de Paris qui donc propose un certain nombre de paris, notamment géopolitiques, et toujours avec ce thread sur la normalisation du détroit d'Ormuz. Alors, vous avez par date, hein, donc 30 juin, 15 juillet, 31 juillet. Donc, vous voyez que ça commence à sérieusement rebondir en attendant la signature de l'accord. Et là aussi, eux considèrent que le trafic maritime est normalisé dès lors que cette moyenne mobile à 7 jours du nombre d'arrivées dans le détroit, moyenne mobile à 7 jours du nombre de bateaux qui arrivent dans le détroit, atteindra 60. Parce que ça va prendre du temps, vous savez qu'il faudra des mois pour revenir à la normale. Mais donc, si on passe le seuil des 60, c'est que vraiment c'est en bonne voie. Voilà, c'est bien engagé et que c'est bon. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'y est pas, hein, puisque là, les derniers chiffres de la moyenne mobile à 7 jours, on est à 6 ou 7. Donc voilà, il va y avoir le signature de l'accord à Genève et puis ensuite, bah, concrètement, comment ça va se passer dans le détroit? Est-ce que les assureurs vont-ils permettre aux supertankers de reprendre le trafic? Que vont faire les armateurs? Que vont faire les marins? On parle aussi du déminage. Certains disent qu'il faut 6 mois pour déminer. Alors, si, les bateaux attendent 6 mois pour repasser, bon, sauf si d'ici là, on fait un corridor de sécurité. Enfin bon, il y a plein de quand même d'incertitudes. C'est pourquoi, voilà, par rapport à cette incertitude, moi, je regarderai les datas brutes et donc vous avez cet outil, du FMI en partenariat avec Oxford, l'université d'Oxford et donc c'est cet outil-là qui est d'ailleurs utilisé par Polymarket pour valider ou pas le succès des paris de normalisation du détroit d'Ormuz. Donc, je pense que c'est un bon portail. Cette semaine, nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis de Jérôme Powell. Et non, et non, et non, et non, et non. C'est fini pour Jérôme. Alors, c'est fini, oui et non. C'est très particulier ce qui se passe, car c'est donc Kevin Warsh qui est désormais à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Il est président, chairman of the Fed. Et Jérôme Powell, qui était chairman of the Fed, reste membre de la Fed, mais il a chuté d'un échelon. Il est désormais membre votant du FOMC. Et donc, vous avez cette situation
ubuesque. Ubuesque, pourquoi? Parce que c'est toujours sympa de placer cet adjectif. Une situation étonnante où vous avez donc, à la tête de la réserve fédérale des États-Unis, Kevin Warsh, chairman. D'ailleurs, il vient d'arriver, ils ont pas eu le temps de mettre à jour sa photo sur le site de la Fed. Il va falloir qu'il se bouge un peu du côté des équipes marketing du site de la Fed. Et donc, il est là. Il est passé de là à là. Il a juste été décalé. Il est descendu d'une ligne. Mais il est toujours là. Donc, il fait partie des membres votants, puisque les membres du board votent à chaque décision de politique monétaire. Donc, cette semaine, ça va être passionnant de voir euh, comment Warsh, les membres du FOMC, Powell, vont arriver à mettre en place. Donc, on attend beaucoup de choses cette semaine. Alors, je rappelle que le taux de la Fed, qui a commencé à baisser depuis 2024 de 5,5 à 3,75, ne baisse pas depuis le début de l'année. La BCE a remonté la semaine dernière son taux. Moi, je vous le dis, la Fed ne remontera pas son taux. J'y crois pas. Pourtant, le marché s'amuse à se faire peur, puisque, alors ça, ce sont les anticipations de taux d'intérêt de la Fed. Alors, avant l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, encore faut-il qu'il soit signé, hein, donc nous verrons bien, les choses changent toutes les heures. Hein, j'espère que ça n'aura pas changé entre le moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où elle est mise en ligne. Mais bon, tout de même, le marché s'amuse à se faire peur, parce que le pétrole, parce que le rebond de l'inflation nominale. Moi, j'y crois pas pour pas mal de raisons que je vais évoquer rapidement. Mais la semaine dernière, la BCE a remonté ses taux. Sauf que la BCE, elle avait baissé son taux à 2,15. La Fed, elle est encore à 3,75. Moi, j'y crois pas. Mais donc, cette semaine, elle est importante. Pourquoi? Parce que donc, il y a Jérôme Powell, il y a Kevin Warsh. Vous avez donc, nous sommes donc le mercredi 17 juin. Je suis ici sur toujours le site de la Fed. Et vous avez donc une petite astérix. La petite astérix, ici, elle signifie quoi? Elle signifie que la Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques. Ça va se présenter sous la forme de ce tableau-là. Et ce tableau-là va être mis à jour. Et la Fed va notamment mettre à jour ses anticipations en termes de croissance, ses anticipations en termes de taux de chômage, ses anticipations en termes d'inflation et surtout ses anticipations en termes de taux d'intérêt. Et donc, c'est ça que va regarder le marché, puisque la Fed, encore en début d'année, lorsqu'elle a mis à jour ses projections macro pour la dernière fois, n'envisageait absolument pas de remonter le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et c'était sous la présidence de Jérôme Powell. Kevin Warsh, bien sûr, a été nommé par Trump donc, pour baisser les taux, il faut dire les choses. Là, dans la période actuelle, pour assurer la crédibilité de la Fed, ce qu'il peut faire, c'est le statu quo. Il ne peut pas les baisser. Si franchement, c'est impossible en fait. Il ne peut pas baisser les taux parce qu'en fait, l'effet serait dramatique pour les marchés financiers sur la crédibilité de la Fed. Par contre, il peut maintenir le statu quo et pourquoi pas réenvisager une baisse des taux plus tard dans l'année ou début d'année prochaine. En plus, ça va matcher avec le cycle de 4 ans de Bitcoin. Enfin, vous voyez un peu comment tout le schmilblick se fait dans ma tête et que les choses se construisent. Bon, donc cette semaine, la conférence de presse alors, quand même de Kevin Warsh, le communiqué de la Fed, la mise à jour des projections macro, les votes, on verra parce qu'au sein du FOMC, vous avez 12 membres votants, dont donc les membres du board, d'accord, les membres du board, vous les avez, mais vous avez aussi des membres qui votent, il y a un système de rotation, on va voir qui vote. Ça va être intéressant de voir, est-ce que par exemple Jérôme Powell va s'inscrire en dissidence ou pas de Kevin Warsh. Il y a plein de choses intéressantes comme ça. Alors Jérôme Powell, lui, est censé rester au FOMC jusqu'à 2028, mais il pourrait partir avant, il y aurait plus ou moins un accord, etc. Bon, on sait pas trop. En tout cas, donc beaucoup de choses cette semaine. Et donc, le marché se fait un peu peur, puisqu'il semble vouloir envisager qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une hausse de taux. Il faut savoir que Kevin Warsh, effectivement, a quand même une réputation de rigueur en termes de lutte contre l'inflation, mais en même temps, il est pro-marché, il est proactif. Et puis, son action, il oriente davantage sur l'aspect non conventionnel, notamment le bilan de la Fed. Et il faudra vous habituer à cette tête, hein, c'est lui maintenant le patron de la Fed. Et donc moi, si vous voulez, je crois pas en une hausse de taux. Déjà première chose, le comment dire? Le taux de la Fed est à 3,75. Le taux de la Fed est à 3,75. La BCE a monté ses taux la semaine dernière. Vous vous dites: «Bah, la Fed pourrait faire pareil». Non, parce que déjà, si vous voulez, la Fed, elle était tombée à 2, c'est le taux neutre. Par rapport à ses crédibilités, elle ne pouvait pas laisser le taux en neutralité, alors que l'inflation nominale a rebondi. La Fed à 3,75, elle est encore en zone restrictive. Le taux neutre pour la Fed, c'est entre 2,5 et 3. Donc en fait, à 3,75, c'est déjà un taux qui lutte contre l'inflation. Heu, donc il y a aucune obligation pour la Fed de monter les taux par rapport à la BCE. D'autre part, je vous ai souvent expliqué qu'il y avait un rebond de l'inflation nominale, mais que l'inflation sous-jacente, ça, c'est l'inflation nominale. Il y a pas de sujet, elle rebondit. Parce que c'est mathématique, c'est le poids du pétrole et du gaz. Bon. Par contre, l'inflation sous-jacente,
qui exclut ces éléments volatiles liés à la géopolitique, elle est flat. Elle est flat. L'inflation temps réel, elle est flat, elle est même toujours sous 2%. Donc si vous voulez, si on part du principe que sur les prochaines semaines, prochains mois, le prix du pétrole va retomber, le prix du gaz va retomber, le prix de l'engrais urée va retomber, que ces éléments volatiles vont retomber et que derrière les éléments sous-jacents, notamment l'inflation immobilière et des services n'a pas branché, eh bien finalement l'inflation va reprendre la trajectoire qu'elle avait avant en direction des 2%. Et donc permettre plus tard dans l'année ou au début d'année prochaine à la fête de Kevin Warsh de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux et ça va en plus matcher parfaitement avec notre cycle de 4 ans Bitcoin, voilà, sur lequel je suis largement revenu dans le CTB de la semaine dernière. Donc en fait, voilà, moi, on peut avoir une espèce d'alignement des planètes. Alors, et si j'avais tort, et si j'avais tort, pour que j'ai tort, il faudrait que ça parte complètement en vrille sur le plan géopolitique, que définitivement, il n'y ait aucune ouverture du Détroit cette année, que l'inflation nominale finisse par contaminer les autres composantes de l'inflation, et qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait tout simplement pas le choix. Mais là, c'est une récession économique mondiale. Donc de toute façon, bon, bah là, forcément, et encore, vous savez, même dans ce cas de figure-là extrême, si le détroit d'Ormuz reste fermé 6 mois de plus et que ça casse l'économie mondiale et que le chômage explose, de toute façon, les banques centrales, inflation pas inflation, ne passent pas de hausse de taux non plus. Notamment la Fed, qui a vraiment dans son mandat une égale importance entre à la fois le chômage et l'inflation. Personne ne souhaite ce scénario-là et même d'ailleurs l'Iran et son économie, enfin personne ne le souhaite, quoi. Enfin voilà, bon, déjà, première étape, voyons si au moins ils sont capables de signer un bout de papier à Genève, si je dis pas de bêtises, vendredi 19 juin. Nous verrons bien. Voilà. Alors, donc oui, là, le fameux Clarity Act, la fête de Kevin Warsh. La fête de Kevin Warsh est-elle pro-crypto? Il faut bien distinguer une chose. Oui, Kevin Warsh, il est pro-marché, il est pro-actif numérique, il est pro-crypto dans l'évolution technologique, il est pro-marché financier. Il est en faveur des actifs numériques. Après, c'est pas quelqu'un qui dépend, il accepte, si vous voulez, la place de Bitcoin dans l'économie. Il accepte la place, par exemple, de la finance décentralisée, la fameuse DeFi, comme une pierre supplémentaire pour venir financer l'économie. Et il veut donner un cadre réglementaire à tout ça. En ce sens-là, il est davantage pro-crypto que Jérôme Powell. Pour autant, ce mec va faire son boulot. Et son boulot, c'est d'assurer une juste politique monétaire à la Fed. Donc, c'est pas lui, en fait, si vous voulez, lorsqu'on dit que Kevin Warsh est pro-crypto, c'est pas lui qui est derrière le Clarity Act. Souvent, je vois cette confusion. Le Clarity Act, cette nouvelle réglementation US qui a déjà été donc validée, votée par la commission bancaire du Sénat US, mais qui est toujours en négociation entre démocrates, républicains, banques, acteurs crypto, en vue d'un vote en session plénière au Sénat US, peut-être en juillet, on verra bien. Eh bien, l'idée, c'est de fixer le rôle de la SEC et de la CFTC. La SEC, le régulateur, le gendarme boursier américain, la CFTC, le régulateur des contrats futurs. Et l'idée, c'est que cette loi, en fait, va mettre les cryptos sous la juridiction de la CFTC et en faire des matières premières numériques, des commodities, avec donc beaucoup moins d'obligations qu'un titre comme une action, un security, qui est sous la gestion de la SEC. Et donc, en fait, si vous voulez, Wall Street n'aime pas, Wall Street sait gérer le risque, Wall Street n'aime pas le flou réglementaire. Et avec ce Clarity Act, ça y est, c'est les cryptos, les alts, la finance décentralisée, tout ce qui est logé sur la blockchain, tous ces titres financiers en lien avec des projets crypto auront un cadre réglementaire. Il y a beaucoup de fonds, la grande majorité des fonds institutionnels n'y allaient pas. La grande majorité des banques ne lançaient pas de services de crypto-monnaie parce que c'était pas légal. Là, il y aura une base légale. Kevin Warsh, lui, il est en soutien de cette base légale. Mais la Fed ne décide rien. Par contre, la Fed, elle régule les banques. Et les banques, elles, pourront, grâce au Clarity Act, proposer des services liés aux crypto-monnaies. Et c'est là où elle pourra, la Fed, dans un second temps, mais après la validation du Clarity Act, après que la SEC et la CFTC aient bien leur rôle défini, la Fed pourra en rajouter une couche. Donc, voilà, la Fed de Kevin Warsh est-elle pro-crypto? Oui, mais c'est pas elle qui est au centre de cette attente. Donc vous voyez que pour l'instant, comme ça négocie toujours entre républicains, démocrates, banques et acteurs crypto, on n'est pas non plus sur une probabilité incroyable que le Clarity Act passe cette année, même si l'administration Trump aimerait qu'il soit adopté avant fin juillet. Mais
Ça négocie, les démocrates veulent mettre tout un tas d'articles sur l'éthique, sur la relation entre les politiques et les cryptos. En gros, que la famille de Trump arrête de manipuler ça dans tous les sens et de faire du délit d'initié dans tous les sens. Voilà, bon, on peut comprendre, c'est un peu logique et puis finalement c'est souhaitable. Voilà. Donc, oui, la fête de Kevin Warsh, elle est pas anti-crypto. Oui, Kevin Warsh est favorable aux actifs numériques. Pour autant, ce n'est pas lui qui est derrière ce Clarity Act que j'espère voir aboutir cet été ou en tout cas d'ici la fin de l'année. Là aussi, pour être en accord avec le fameux cycle de 4 ans. Et maintenant, chers amis, passons à l'analyse technique et cyclique du cours du Bitcoin et aux alt. Allez, c'est parti, on termine ce CTB par une partie technique. Alors, pour la partie cyclique, je vous renvoie vers le Cryptos Technical Briefing que j'ai fait la semaine dernière, ultra complet sur le sujet. Vous savez que pour moi, nous sommes entrés depuis la semaine dernière dans une phase d'opportunité long terme, une phase de DCA qui va se développer tout l'été. Je ne pense pas encore que Bitcoin ait établi son point bas final, mais nous sommes, tenez, allez, je reparle un peu de cycle rapidement, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso merdo, vous avez ici la fin de l'ancien bear market. On est à peu près ici. On est à peu près dans cette zone-là. Donc, vous voyez qu'il peut manquer un dernier plus bas. Là, je fais une hypothèse de compression où là, on pourrait envisager, donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'indicateurs que d'ici mi-juillet, on revienne tester cette zone-là. Revenir, regardez ici, moyenne mobile à 200 jours en bleu. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Moyenne mobile à 200 jours, ici en bleu. Moyenne mobile à 200 semaines, ici en bleu plus épais. Moyenne mobile à 200 semaines est ici. Pourquoi? Car ici à gauche, c'est le graphique weekly, week, semaine en anglais. Dépôt daily, moyenne mobile à 200 jours. Mais ici, j'ai mis la moyenne mobile à 200 semaines sur les bougies japonaises journalières. Comment je fais? Lorsque vous êtes sur votre moyenne mobile, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier la temporalité. Par défaut, sur un graphique journalier, la moyenne mobile est journalière, mais vous pouvez la faire basculer en semaine, ce qui permet d'avoir des indicateurs techniques de l'horizon de temps supérieur sur l'horizon de temps supérieur. Et je vois donc se développer une compression SMA 2 semaines, SMA 200 daily, et puis à partir de août-septembre, dans le timing habituel de fin du bear market, trouver le bottom final, peut-être un peu ici, et derrière 3 ans de hausse pour le prochain cycle boule. Donc tout ça est impeccable. Alors dans l'immédiat court terme, on est soutenu donc par des divergences weekly. C'était sur le bottom, ça c'était sur le bottom de la première semaine du mois de juin avec cette magnifique trendline. Ça vous vous en rappelez, hein, depuis le temps que je l'attendais cette trend et qui a été testée au dollar près, testée au dollar près sur le contrat futur Bitcoin du CME. Nous sommes dans une phase de reprise à court terme. Et donc voilà, moi je vois bien d'ici, fin juin, mi-juillet, donc en gros je vous donne sur 4 prochaines semaines d'aller retravailler cette zone. Puis il y aura un nouvel échec sur la SMA 200. On reviendra par ici, sur, mi-août par exemple. Enfin, par exemple, c'est parce que c'est le mois le plus faible et derrière ça repartira. On est vraiment je reprends un peu là ce graphique quand même pour vous montrer dans le cycle. Nous sommes entrés dans la phase de bottomisation. Là, c'est la moyenne intercycle, le min, le max. Nous sommes entrés dans cette phase de latéralisation qui va se développer sur ce second semestre 2026. On va peut-être faire comme ça quelque chose, remonter comme ça jusqu'à fin juin, début juillet, travailler un peu cette zone, et puis après, bah, c'est 3 ans de hausse. Alors me direz-vous, là, on a décroché de la moyenne intercycle. Mais pourquoi? Parce que ici, on avait de l'avance. C'était le problème du cycle précédent. Alors, il y a plein de raisons, hein, la liquidité, les taux, la réglementation, etc. Il y a plein de raisons. Mais qu'est-ce qui fait que ici, sur la fin de l'ancien cycle, on a manqué le push final? C'est parce qu'en première partie, on avait pris de l'avance. Et donc, cet excès, rappelez-vous, le marché avait fait un nouveau record historique avant le halving qu'il n'avait pas fait. Cet excès de la première partie du cycle qui avait été supérieur à la moyenne a été corrigé par une fin de cycle inférieure à la moyenne. Mais là, donc, alors là, le graphique rouge n'est pas à jour, hein. La ligne rouge n'est pas à jour. Voilà le graphique à jour. Et vous voyez qu'on est donc dans cette partie basse. Donc actuellement, nous sommes, voilà, nous sommes à peu près, nous sommes ici. Donc on a fait le nouveau plus bas. Et là, on est à peu près, et on est là. On va rentrer donc dans cette phase de latéralisation. Et puis derrière, bah, vous voyez, ça permet de se projeter jusqu'à 2029, la fin de l'été 2029. Donc toujours cette alternance de 3 ans de bull run, 1 an de bear market. Donc voilà. Alors, faut pas non plus être pressé. Moi, je vous le dis, hein, je continue de penser qu'il y aura un dernier bottom quelque part cet été, mais qui sera pas un bottom à 30K comme beaucoup attendent. Ils vont malheureusement manquer le train. Beaucoup de jetons majeurs
ETH, même BCH, Solana ont pris le 78,6 de retracement. Bitcoin n'a même pas pris le 61,8 de retracement, mais je pense qu'il finira quand même par le prendre avant de vraiment donc être en capacité de repartir. La plupart des alts, donc les alts les plus fortes, elles ont déjà fait leur bottom. Donc, au niveau du coût de production par Bitcoin, souvenez-vous, moi j'avais mis une hypothèse comme une autre qu'on pourrait faire ici comme 2015, double bottom. Alors par contre, elle fait des mèches en dessous. Et voilà, donc on s'oriente un peu vers ça. En tout cas, là, à court terme, on réagit dans la partie basse du coût de production. En fait, plus ou moins la même type de réaction qu'on avait ici au début du mois de février. Alors, on peut apprécier le fait que, oui, alors là, je vous remonte les moyennes mobiles exponentielles ou la phase d'accumulation en fin de bear market, c'est lorsqu'on fait un range sous la moyenne mobile à 200 semaines exponentielles, attention. Et là, voilà, on reproduit dans des formes un peu différentes, mais on reproduit à peu près le même schéma. Alors ce que je trouve intéressant, c'est donc, mais ça je vous en parlais déjà, la recorrélation actuellement entre Bitcoin et la masse monétaire mondiale M2 mondiale projetée de 12 semaines. C'est le Bitcoin il est corrélé de 3 temps, dans 3 cas sur 4. Et donc là, depuis début février, moi je me sers à nouveau de cet outil, mais c'est pas du tout de martingale. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça marche dans 3 cas sur 4. Et dans un quart du temps, ça marche pas. Et là, depuis début février, moi, je m'en étais servi parce que ça me permettait de dire, comme c'est projeté dans le futur, qu'on allait rebondir de début février à mi-mai. Ça me permettait de dire qu'on allait corriger de mi-mai à mi-juin et même tout début juin, parce qu'on a eu un double bottom. Et là, ça me permet de dire, si on maintient la corrélation, qu'on va se reprendre jusqu'à fin juin, début juillet, fin juin, mi-juillet. Pas en ligne droite, il y aura toujours des corrections, mais que globalement, on aura une phase plutôt favorable sur cette période-là, donc qui nous emmène jusqu'à mi-juillet. Alors on peut noter, alors le débat sur quel sera exactement le bottom du bear. Je vous ai présenté tous les différents outils la semaine dernière dans le CTB. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que là, effectivement, on a une réaction intéressante sur le premier quantile de la fameuse, c'est une façon de représenter la loi de puissance. Alors, ça n'a pas été testé précisément, c'est 58K. C'est pour ça que moi, à un moment ou à un autre, je me dis qu'on va avoir besoin quand même, quelque part, même si là, d'ici fin juin, mi-juillet, on fait ça, moi, je vois bien quelque chose comme ça. Fin juin, mi-juillet, revenir par ici, et puis retomber mi-août qui est faible, un peu par ici. Et là, ce sera le vrai bottom final, la fin. Pourquoi pas une espèce de compression comme ça? Regardez, on arrive en octobre. Bah, regardez, septembre-octobre, c'est un an de bear market. Les bear market durent un an. Donc, vous voyez une espèce de compression comme ça. Et puis là, on arrive là en septembre. Et là, boum, c'est parti. 3 ans de hausse, tranquille. Voilà, fin du bear comme ici, 3 ans de hausse. Fin du bear, 3 ans de hausse. Voilà. Ici, fin du bear, hop, 3 ans de hausse. Voilà, c'est Bitcoin, de toute façon, c'est ultra facile, Bitcoin. Ça monte 3 ans, ça baisse un an. C'est tout, hein. Il y a des raisons à ça, notamment le cycle de 4 ans, le halving quadriennal. Mais il faut accepter le fait que c'est le seul actif mondial pour lequel sa tendance est écrite dans son code. Parce que Bitcoin, c'est une monnaie électrique, c'est une monnaie électronique. Ça n'existe que parce que l'informatique existe. Et puis, bah, dans son code est écrit la tendance qui va suivre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas loi. Alors, bien sûr, c'est pas l'actif le plus facile du monde si on fait n'importe quoi. Mais si on respecte bien son cycle de 4 ans, eh bien, bah, globalement, je connais aucun autre actif coté en bourse dans lequel, on sait à l'avance sa tendance. Ce qui est avec Bitcoin, bah, si, on connaît alors, pas au jour près, hein, ce qu'on sait, c'est que, le bear market dure un an et que, la hausse se termine à l'automne de l'année qui suit le halving. Bon là, ça s'est terminé le 6 octobre, ça aurait pu se terminer fin novembre. C'est toujours l'automne, oui, ça, bien sûr, ça c'est pas une martingale non plus, d'accord? Pas déconner, mais voilà. Donc beh, là, je trouve que on s'inscrit vraiment dans ce qu'on attend du timing du cycle de 4 ans, donc tout ça, moi, je trouve ça très intéressant. Donc on a effectivement une divergence, weekly, potentielle sur le contrat futur Bitcoin du CME, un peu comme la fin de ce bear market et alors c'est aussi une divergence que je retrouve sur un ratio qui est très important, qui est le ratio Bitcoin S&P 500. Ici, divergence fin de bear market, divergence fin de bear market,
divergence, voilà, peut-être, enfin, un dernier plus bas, on verra bien pour choper le 78,6. Mais les choses, dites-vous bien, voilà, mais vous le savez, nous sommes entrés, nous sommes dans cette phase finale de toute façon, heu et c'est à la recherche du bottom final pour repartir sur un nouveau cycle bullish, probablement aussi, centré sur la nouvelle réglementation crypto qui est le Clarity Act. Là, alors là, c'est pas le M2 mondial qui est projeté, c'est le M2 mondial plus le bilan des banques centrales. Pareil, en tant que leading indicator de 10 à 12 semaines. Alors effectivement, on voit que là aussi, ça indiquait le bottom début février, le sommet début mai, la correction jusqu'à début mi-juin et donc là, on aurait un truc assez favorable jusqu'à début mi-juillet, voilà. Bon, avec toujours des séances de correction, hein. Prenez par exemple ici cette phase ici entre début février et mi-mai. Voilà, la liquidité projetée annonçait de la hausse, mais regardez la hausse que c'était. C'était sacrément erratique. Mais au final, beh, on était bien passé de 62K à 82. Voilà. Bon, donc ça, c'est un outil aussi qui me semble intéressant. Ça y est, ils ont arrêté de payer comme des zinzins. Au contraire, ça short. Moi, je dis tant mieux. Ici, payer comme des... Alors, ici, ils shortaient comme des zinzins à levier. On prend leur stop, on monte. Là, ça payait comme des zinzins à levier. On prend leur stop, on drop. Ça commence à shorter. Alors, pas comme des zinzins, hein. C'est sous contrôle quand même. Et ça commence gentiment à shorter. Donc, on peut se dire que bah, la liquidation de ces positions short peut permettre de dépasser quelques étages et pourquoi pas de viser, voilà, donc c'est 70K d'ici, le début du mois de juillet. Retour des inflows sur les ETF Bitcoin Spot US, voilà. Tout ça est intéressant. Alors, je termine ensuite donc par les alts avec un mot donc sur ETH ou ETH, je vais vous le montrer, ETH, je vais plutôt vous le montrer, le petit ETH ici sur le alors ça non, ça je vous montrerai plus tard, ça c'est Libit. Oui, alors ça c'est le l'ETF de BlackRock impeccable. Pour ETH, je vais vous remontrer, voilà, la fameuse zone de DCA. Donc, là il y a une réaction, alors il y a aussi potentiellement une div. Ce qui est intéressant, c'est que la fin de l'ancien bear market, on avait fait un peu en dessous le 78,6 de retracement. Là, on a fait un peu en dessous le 78,6 de retracement. Donc, c'est la zone de bottom, début d'une div aussi en weekly. Le ratio ETH-BTC est dans une zone basse. Là, ETH, à court terme, de toute façon, va continuer de suivre parfaitement la dynamique que va prendre le BTC. Donc voilà, et ici je vais vous remettre le IBIT, comment ça s'appelle? L'ETF de BlackRock, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, schéma Elliott classique. Peut-être qu'il manque aussi un dernier bottom en août, on verra. Mais là aussi, il y a des choses favorables, des choses qui sont en faveur d'une bottomisation. Et voilà, voilà. Alors donc pour ETH, bon, vous connaissez le topo, j'ai rien de plus à ajouter en fait que la semaine dernière. Comme sur Bitcoin, on a le RSI daily qui est ressorti par la zone de survente. Tout ça, en fait, c'est comme le BTC, vous voyez, ça permet d'envisager, de se projeter jusqu'à la fin du mois sur un marché qui serait capable de remonter par ici. Donc voilà, il faut faire la traduction sur ETH, revenir chercher la SMA 50, venir un peu dans cette zone ici pour le jeton ETH d'ici la fin du mois. Et je vais donc vous dire un mot aussi sur deux alts que vous avez choisis dans les commentaires. Je vais commencer par Tao. Tao qui a fait son bottom de bear depuis le début du mois de février dernier, comme la plupart des alts qui sont fortes. Tao, on va dire que c'est le leader du segment intelligence artificielle avec NIR, FED, etc. ICP du marché crypto dans un bas de range de long terme. Alors, moi, au minimum sur le prochain bull run, Tao remontera chercher cette zone-là. Ce que j'apprécie, c'est déjà qu'il y avait eu la prise de mèche du 10 octobre. Il y a eu une première jambe 1, 2, 3, 4, 5, donc la jambe 1, une vague 2 ABC en 3 temps classiques qui a retracé quasiment 78,6. Et je pense que nous sommes partis dans la grande 3 et que nous sommes dans la 1, donc il y a la 1, la 2, la 3, la 4. Donc voilà, là, on est dans cette impulsion-là. Quand j'enregistre la vidéo, il y aura bientôt une vague 2 de retracement, puis 3, puis 4, puis 5. Et en fait, ça, c'est le sous-décompte de ce que j'envisage là. 1, 2, 3, 4, 5 pour remonter chercher cette zone. Donc, nous aurions commencé le décompte ici de la vague 3 sur Tao. Et AAV, deuxième crypto que vous m'avez demandé, eh bien, AAV, d'ailleurs, exactement comme Link, hein,
C'est le point commun entre ces 2 jetons qui sont leaders de catégorie. Link est revenu chercher la même zone de bottomisation de fin de l'ancien bear market et AAV, qui est dans un alors Link, c'est l'interopérabilité. AAV, on est dans la DeFi, dans les activités de lending, de prêt, en fait, en gros, les activités bancaires de prêt, mais logées sur la blockchain et c'est pareil, en fait, on est dans la même zone de bottomisation, donc en largement sous le 78,6 de retracement avec un RSI weekly qui ressort par le bas de la zone de survente, on n'est pas loin de pouvoir dire que bottom is in. En tout cas, dans cet intervalle, entre 40 et 90 AAV, ça se paye sur du long terme, comme entre 5 et 9 Link se paye sur du long terme. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une excellente semaine.